Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 102 élus Inside, cette petite série qui nous permet de découvrir les talents, les ressources incroyables que nous avons au sein de ce groupe Île-de-France Rassemblée, avec 102 élus dévoués à la cause pour faire avancer notre belle région Île-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Delaporte. Olivier a accepté de se prêter au jeu et va nous dire dans quelques instants pourquoi il s'est engagé à nos côtés au sein de la belle équipe régionale, mais également peut-être comment a commencé ton parcours politique. Tu es maire depuis de très nombreuses années maintenant. Comment ça t'est venu, le petit virus de la politique? C'est une vieille histoire. D'abord, c'est une histoire familiale, parce que il se trouve que mon grand-père était maire de la commune, la petite commune dans laquelle j'habitais à l'époque. Puis mon père a été engagé dans des combats législatifs, cantonaux. Et ça a toujours été, dans ma vie familiale, un élément très important. Les discussions, les débats à table, comme chez tous les Français d'ailleurs, mais aussi et spécialement dans ma famille. Et donc vraiment la chose publique a toujours été un sujet important. Je suis rentré dans l'administration après avoir fait l'école d'administration et le sujet de l'intérêt général a toujours été au cœur de mon engagement, de mes intérêts. Mais il y a le fait d'avoir des choix, de faire des choix, d'avoir des engagements et puis ensuite il faut les réaliser. Et c'est ça le plus difficile. Mais il faut s'attacher à l'engagement territorial, local, associatif, être au service des gens. Et c'est ça qui me paraît le cœur de l'action politique, c'est être au service des gens. C'est-à-dire privilégier toujours la sincérité, la vérité de l'engagement plutôt qu'une communication ou plutôt que des effets de manche. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours alors? Comment tu mets un pied dans la politique, j'allais dire électorale, ce qui fait que tu présentes ton nom au suffrage des électeurs? Alors oui, au fond, j'avais des engagements associatifs qui étaient notamment sur les questions d'emploi et de formation professionnelle. Et puis, il s'est trouvé qu'à la Celle Saint-Cloud, où j'habitais avec ma famille, mes enfants, des élections partielles sont arrivées. J'ai été candidat à ces élections partielles en 1998 et j'ai été élu quasiment immédiatement maire. Donc je suis devenu maire sans avoir forcément eu l'intention d'être maire tout de suite, mais en tout cas avec le grand bonheur d'exercer le métier, la fonction de maire à la Celle Saint-Cloud. Est-ce que c'est le plus beau des mandats? Incontestablement. Mais je ne peux pas comparer avec tous les mandats, évidemment. Mais en tout cas, je suis certain que le mandat de maire, c'est le plus vivant, c'est parfois le plus difficile, le plus psychologiquement le plus lourd à porter parce que c'est une grande famille, une ville, une très grande famille. Mais il faut s'occuper de tout le monde. Les uns qui n'ont pas de difficultés, mais qui ont des demandes, et les autres qui ont beaucoup de difficultés, pas toujours beaucoup de demandes. Voilà, il faut faire en sorte que toute cette famille vive rassemblée, unie, autant que possible dans la convivialité. Voilà, il faut travailler sur les dossiers, il faut faire en sorte que les dossiers avancent, il faut se battre contre les administrations, contre les uns, les autres parfois. Il faut avoir énormément de détermination, il faut avoir beaucoup de volonté, il faut savoir une certaine vision des choses et il faut être aidé, il faut être soutenu. Et je pense que dans l'action politique, c'est très important d'avoir un appui, des soutiens amicaux, des loyautés proches de soi. C'est ça qui fait toute la richesse de l'engagement politique. Tu as la chance d'être élu dans les Yvelines, ce beau département cher à notre présidente. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as rencontré Valérie Pécresse? Valérie, alors je n'ai pas un souvenir immédiat, je crois que ça remonte à sa campagne législative de 2002. À l'époque, on parlait du général Morillon, qui était quelqu'un de tout à fait remarquable d'ailleurs. Et puis Valérie est arrivée comme ça, et on s'est dit, ah voilà un air de jeunesse formidable, quelque chose, de l'oxygène qui arrive dans le département. Et au fond, c'était un moment très, très agréable. Et sa victoire a été saluée par tout le monde. On s'est dit, voilà, avec Valérie, un mouvement nouveau s'annonce de rénovation de la vie politique. Ensuite, je l'ai rencontrée, elle m'a soutenu pour des élections législatives difficiles dans lesquelles j'étais engagé. Elle était une des seules à me soutenir. Et je ne l'ai jamais oublié, parce que je sais que sa position n'était pas simple.
C'était en 2012, donc voilà, il s'est passé du temps. Et puis je l'ai revu et revu à différentes occasions. Ce n'est pas tout à fait le même secteur, plutôt Versailles, bon, la Seine-Saint-Cloud, mais je sais aussi que je l'ai revu dans le cadre de l'intercommunalité, communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc, où elle venait aux réunions de conseil d'agglomération. Voilà, donc j'ai toujours suivi Valérie avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'amitié, beaucoup de respect pour un engagement difficile et très solide. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'aventure régionale alors, se dire, allez, je fais partie de l'équipe, la liste, et j'ai des combats à mener à l'échelle régionale? D'abord, ayant connu la région sous d'autres mandats, sous d'autres présidents, son image, depuis 2015, a énormément évolué. Avec la présidence de Valérie, c'est devenu une institution moderne, ouverte, démocratique. En tout cas, beaucoup plus ouverte, quelles que soient les sensibilités politiques. Et ça m'a paru intéressant de participer à cette aventure, cette action. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'Île-de-France est une magnifique région. On sait pour toutes les raisons qu'on connaît, riche économiquement, mais aussi diverse socialement. Voilà, quelque part, elle est au cœur de l'évolution du pays, de la France. Et c'est pour ça que j'ai été très touché. D'abord que Valérie m'appelle et me rappelle, parce que je lui avais dit, tu sais, j'ai déjà des mandats, et puis mon épouse trouve que ça commence à faire beaucoup. Mais j'ai dit oui, finalement, parce que j'avais envie de la soutenir. Voilà, l'envie d'apporter ma petite contribution, si ça pouvait lui... Je lui ai dit comme ça, si ça peut t'aider, je le ferai. T'aider un tout petit peu, je le ferai. Voilà, avec plaisir. Et donc je ne regrette pas une seconde, au contraire. C'est très touchant et c'est en même temps très important de faire partie d'une action... une action profonde de réforme de l'Île-de-France, d'amélioration des conditions de vie des Franciliens. Voilà. Une des compétences de la région, c'est la question du logement. C'est un sujet qui t'a toujours beaucoup intéressé. On a pu en parler ensemble sur le fait qu'il y a les enjeux de la loi SRU qui peuvent toucher par exemple ta commune, mais beaucoup de communes dans les Yvelines. C'est aussi des sujets sur lesquels tu te concentres ici à la région? Oui, alors le logement et surtout l'aménagement urbain. À mon avis, c'est au cœur de l'avenir. C'est-à-dire qu'on va avoir des sujets extrêmement contradictoires à gérer, notamment l'artificialisation des sols, ou plutôt la non-artificialisation des sols, mais en même temps la construction de logements dans lesquels les gens seront heureux d'habiter. Donc je pense qu'il faudra faire attention à éviter d'aller vers un habitat de plus en plus vertical, parce qu'on doit le faire probablement pour limiter l'utilisation des sols, les emprises. Je pense qu'il faut raisonner humainement, sans oublier les enjeux évidemment environnementaux qui sont au cœur de l'avenir. Alors le sujet logement, pour moi, il est très important. À la Seine-Saint-Cloud, c'est un des sujets majeurs. Il faut diversifier le logement. Il faut créer des parcours résidentiels, permettre aux gens de rentrer dans des parcours résidentiels. Et ça, c'est évidemment un sujet qui est lié avec l'ouverture, la réouverture de l'ascenseur social. Permettre aux gens d'évoluer, d'avoir au fond un espoir dans ce que peut être demain, un demain meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. Et ces parcours résidentiels, on peut les créer au niveau régional. On peut aussi au niveau régional avoir une logique de territoire qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste qu'au niveau d'un département ou au niveau d'une communauté d'agglomération. Je pense qu'au niveau de la région Île-de-France, il y a la possibilité d'associer à la fois la qualité des paysages, la valeur de l'environnement, la protection de la biodiversité de l'environnement, et puis la qualité des équipements publics, pour que le logement soit l'occasion aux familles, aux personnes, voilà, de vivre dans les meilleures conditions possibles. C'est un gros enjeu et il y a beaucoup de travail. Il y a quelques instants, tu parlais de ton épouse qui disait « Voilà, ça fait beaucoup ». Quand on est élu, les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais c'est un mandat qui est très exigeant, c'est un investissement permanent, j'allais dire jour, nuit, week-end compris.
Est-ce que ça laisse un peu de place à la vie privée et à quelques passions, à quelques loisirs? Et si oui, comment tu t'en sors? Comment tu trouves l'équilibre? Alors, bon, c'est vrai que l'engagement de maire ou d'élu ou de responsable public est un engagement extrêmement lourd. Et en fait, c'est lourd parce qu'on porte toujours avec soi les difficultés et les sujets réglés ou pas réglés, et souvent les sujets non réglés, pour lesquels on a des échéances à respecter. On ne peut pas considérer, on ne peut pas dire, voilà, c'est les vacances, je laisse de côté, tout ça, je l'oublie. Non, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à oublier ou à laisser de côté les sujets. Donc, on les porte toujours. Mais en même temps, c'est vraiment dans la vie familiale qu'on a la détente, l'ouverture, la part de tendresse, voilà, de vie heureuse qui est indispensable quand on a justement des responsabilités à porter. Et moi, mon épouse m'a énormément soutenu, aidé, mes enfants, mais j'ai 4 filles et j'ai 3 petits-enfants maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment l'ouverture vers le monde le plus vivant qui soit. C'est-à-dire la vie familiale, la vie, les jeunes, la vie des enfants, voilà. Pour moi, c'est une contrepartie, mais pas une contrepartie, ça fait partie totalement de ma vie personnelle. Et pour moi, c'est indispensable d'avoir ce soutien pour me projeter aussi dans l'action publique. Et mon épouse, d'ailleurs, participe aussi actuellement. Elle est en train de mettre en carton des produits de première nécessité pour l'Ukraine. Donc, en venant ici, je l'ai laissé sur place avec ses cartons ouverts, son scotch et les étiquettes qui sont destinées à l'Ukraine, voilà, à la Pologne. C'est très courageux, justement, ça faisait partie des questions que je voulais aborder avec toi, parce qu'on essaie d'être toujours un peu collé à l'actualité dans ces émissions. Comment tu ressens ce conflit à la frontière des portes de l'Europe? Est-ce qu'en tant qu'élu, tu ressens aussi au sein de ta population beaucoup d'inquiétudes? Et si oui, qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, ce conflit, il a quelque chose de très nouveau en Europe. C'est une guerre en Europe. Ça n'est pas comparable avec ce qui s'est passé à Prague en 1968, ou à Budapest en 1956, ou à Berlin en 1953. Parce qu'à l'époque, on avait le rideau de fer, on était au moment de la guerre froide. Aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Ukraine est un pays démocratique, une démocratie, un pays souverain qui est écrasé par un autre État qui est aussi installé en Europe, qui s'appelle la Russie. Et donc c'est une situation qui est dramatique, dramatique. Des villes aujourd'hui sont quasiment rasées, des hôpitaux sont bombardés, des écoles sont bombardées. Il y a une telle disproportion entre la puissance de l'armée russe et puis les moyens de défense ukrainiens qu'on est sidéré et affolé. Alors il ne faut pas, je pense, céder à une forme d'inquiétude, de terreur, mais au contraire résister. Prendre exemple et modèle sur la formidable capacité de résistance, de courage, de bravoure des Ukrainiens. Aujourd'hui, j'entends dire autour de moi, je vois les familles, beaucoup d'inquiétudes s'expriment, notamment chez les jeunes d'ailleurs. Chez les jeunes qui se disent, nous, on a toujours vécu, on pensait que la paix était acquise définitivement et qu'on était dans un monde de paix où finalement la guerre était reléguée comme une histoire du passé. Mais non, pas du tout. Ils découvrent que la guerre existe en Europe, pas très loin de chez nous, pas très loin. Ils découvrent qu'1,5 million d'Ukrainiens viennent de quitter leur pays. Ils ne sont pas déplacés en Ukraine, ils ont quitté l'Ukraine. Un certain nombre arrivent chez nous, y compris dans nos villes. Les jours derniers, plusieurs familles ukrainiennes sont arrivées à la Saint-Cloud, puisqu'il y avait déjà des familles ukrainiennes, donc elles ont été accueillies. Voilà. Et les jeunes découvrent ça, et les jeunes sont inquiets. Moi, je leur dis, au contraire, prenez exemple. Le monde est difficile. La vie est difficile. Les menaces de guerre ont existé, existeront probablement toujours. Donc il faut résister à ça. Il faut s'armer d'une certaine capacité de résilience, de résistance contre l'adversité. Et puis la vie, c'est aussi de faire des choix entre le bien et le mal. Il faut savoir
que rien n'est facile, mais que vous avez le devoir de vous engager justement pour défendre votre pays, l'Europe, les libertés, la démocratie, et surtout cette notion de la liberté qui est au cœur de notre culture, de nos valeurs. J'ai l'habitude de conclure par la question quel message tu as envie d'adresser aux Franciliens, mais j'ai l'impression que tu viens de nous le délivrer. Ne baissez pas les bras. Non, je pense que, ben oui, c'est clairement ce que je voudrais dire aux Franciliens. Je le dis avec beaucoup de modestie, très simplement. On est dans une époque difficile. On sort de la pandémie, du Covid. On croit en sortir, et j'espère qu'on va en sortir. On est dans une période de guerre en Europe, les difficultés économiques. Et voilà, il faut se battre. Il faut résister à tout ce qui tend à nous faire baisser les bras. Il faut agir, il faut s'engager. Il faut croire en l'avenir, il faut croire en l'espoir d'un monde meilleur. Voilà, c'est ce que nous disaient nos anciens, mais je crois qu'il faut vraiment écouter ce message-là. Croire en l'avenir, y compris les jeunes derrière la caméra. Croire en l'avenir, à condition d'en prendre les moyens et de savoir aussi faire les bons choix. Merci pour ce message. Toute dernière question pour repartir sur des sujets plus gais. Quel est ton endroit préféré en Île-de-France ? Si tu devais, toi, être un endroit en Île-de-France, quel endroit tu serais ? Près de la Seine. Près de la Seine. La Seine, c'est un fleuve magnifique que j'aime énormément. Je ne sais pas à quel endroit précisément, peut-être à Notre-Dame, pas trop loin, mais en aval de la Seine ou en amont de la Seine, sur les berges de Seine. Voilà. À la fois, la Seine, c'est l'histoire de France, c'est aussi la nature, la beauté des paysages, des couleurs. Enfin, j'habite dans le coin des impressionnistes. Et donc la Seine est aussi partie prenante des impressionnistes. Voilà, c'est un lieu de verdure, de bleu, aussi de bateaux, de vie. En tout cas, voilà, on est au cœur de l'Île-de-France, hein, et on est au cœur aussi de la vie de notre pays. Merci beaucoup Olivier, ça donne envie d'aller se promener au bord de Seine. Merci d'avoir accepté de nous parler de toi, de nous parler de ton engagement politique, de t'adresser aux Franciliens comme tu l'as fait. Merci Vincent. Merci beaucoup et donc rendez-vous pour un prochain épisode très rapidement avec un autre élu du groupe Île-de-France Rassemblée. Merci, à bientôt.